Bienvenue à tous. La semaine dernière, j'ai réalisé une vidéo pour vous. Des volontaires américains combattent comme pour la Légion internationale ukrainienne, ou la 3e brigade d'assaut, ou Azov, la compagnie internationale nouvellement créée, ou le bataillon. Eh bien, vous avez beaucoup aimé cette vidéo et j'ai plus d'images à vous montrer. Aujourd'hui, nous allons observer d'autres combattants ou volontaires américains engagés dans la Légion internationale ukrainienne ou l'armée, selon leur unité. Au fait, la toute nouvelle unité internationale ukrainienne vient d'Azov. Ils ont créé un bataillon international, et Kiev Independent a immédiatement fait un reportage à ce sujet. Et c'est parfait parce qu'il y a 2 marines américains différents là-bas, dont l'un était hors de l'armée depuis 10 ans quand la guerre a commencé et a rejoint de nouveau. Pas l'armée américaine, mais l'armée ukrainienne. Il a apporté toute son expérience du corps des Marines, et maintenant il l'enseigne aux combattants d'Azov. Regardons ça. Ce gars, il s'appelle Uno, et je l'adore, il est trop cool. Uno est peut-être un prénom estonien, mais je pense qu'on l'utilise aussi en Amérique. C'est Un officier d'infanterie. Amuse-toi bien. Uno, 23 ans, incarne le marine américain typique. Mais depuis le début de 2022, il se bat sous le drapeau d'un autre pays. Donc il a 23 ans honnêtement, il paraît plus âgé, il se comporte comme quelqu'un de plus âgé, vous savez, la guerre vous vieillit, l'entraînement aussi. J'aime beaucoup cet homme et je pense qu'il va aussi vous donner beaucoup de raisons de l'apprécier quand il parlera. Après des années avec la Légion internationale sur le front, Uno voulait un nouveau défi. Quand la brigade Azov d'Ukraine a annoncé la création d'un bataillon international, le moment était idéal. Façon stupide de mourir. Au revoir. Arthur Rey. Elle est... Si je meurs, j'ai eu très peur, c'était un instant. J'avais très mal et ce n'est pas ce que j'aime faire. J'ai beaucoup de regrets. Tout d'abord, j'adore l'humour dans n'importe quelle situation. J'aime l'humour noir, tous les types d'humour. Si je vis une mauvaise situation, j'en ris. J'adore l'humour. Gros point positif. On ne peut pas survivre à une guerre sans humour. Pour moi, les laissons comme un Américain de pure souche. Regarde ça, il tire avec un lance-roquette anti-char. Pouce levé. Franchement, pas de mots. C'est une expérience très américaine qu'ils amènent en Ukraine. J'adore. J'ai toujours voulu être soldat. Mon père était militaire et mon grand-père a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale en Corée et au Vietnam. Et donc c'était en quelque sorte ancré en moi, c'était dans mon sang pour ainsi dire. Tout le monde dans ma famille savait plus ou moins ce qui allait arriver à mesure que je grandissais. Et puis, il y avait vraiment une ambiance Rambo avec les Pands. Comment tu appelles ce bandana avec le drapeau ukrainien? De plus, grand-père a combattu durant la Seconde Guerre mondiale, en Corée et au Vietnam. C'est quoi ce délire? Le père a sûrement été dans l'armée des années. Je ne sais pas, mais en regardant son tempérament et sa façon de se tenir, il vient d'une lignée militaire. Et c'est quelque chose de très courant en Amérique, pas tellement en Europe, mais en Amérique. J'ai entendu parler de familles militaires où, de génération en génération, le grand-père, le père, parfois la mère ou les 2 parents, puis la fille ou le fils, servent dans l'armée. Ils s'engagent aussi dans les marines, l'armée de terre ou de l'air. C'est différent en Europe et aux États-Unis. Les Européens comprennent parfois mal ce que signifie une lignée militaire. Mais en Amérique, c'est autre chose. À ma sortie des Marines, j'ai appelé mes sœurs pour leur dire « Hey, je veux vous parler de quelque chose. » Elles sont « Vous allez en Ukraine. » Et j'ai répondu « Ah, bien deviné. » Je pense que tout le monde s'y attend un peu de ma part. Personne n'a vraiment peur pour moi à la maison. Tout le monde le sait simplement. Regardez cet homme, diriez-vous qu'il a 23 ans? Moi non. Non, je fais mon truc. Spécifiquement pour Azov, je ne me battrai nulle part ailleurs. Ils insistent fortement sur la préservation de la vie de leurs soldats. Par exemple, si l'un de nous est blessé, ce qui est déjà arrivé, c'est toute l'artillerie de la brigade qui entre en action, toute la guerre électronique de la brigade s'active et commence à neutraliser chaque drone. Des fantassins ukrainiens surgissent en courant de toutes parts pour aider, saisir le blessé et disent « Nous, nous !» puis le portent car nous sommes épuisés, vous voyez. Ce genre de soutien et de fraternité, je ne pense pas qu'on puisse le trouver chez des étrangers. Ces gars-là ne nous connaissent même pas.
C'est ce qu'on dit de la brigade Azov, et maintenant elle est devenue une unité encore plus grande. Ils ont cette fraternité, ils ont cette unité. Ils ont aussi cela dans la 3e brigade, et leur héritage est également lié, et la 3e brigade d'ailleurs. Mais oui, on ne trouve pas vraiment ça dans la plupart des unités, mais c'est certain dans Azov. Tu sais, c'est notre première mission, ou peu importe, tu vois, genre, on est en première mission dans cette zone d'opération, et ils sont prêts à mourir et à s'exposer au feu ennemi et aux drones. Pour nous, rien que parce que nous portons l'uniforme Azov, rien que parce que nous avons ce titre associé à notre nom. Et je ne sais pas si vous pouvez trouver cela ailleurs dans l'armée ici. Je pense que certaines personnes sont faites pour cette vie, comme si elles étaient prédestinées, prédéterminées, et que cela a tout simplement du sens pour elles. Et je ne pouvais pas m'imaginer faire autre chose. J'ai eu un travail normal pendant quelques mois, je n'ai jamais été aussi malheureux. Comme je serais transi de froid dans un trou de combat, sous les tirs d'artillerie, en train de geler des pieds, tu vois, et en sachant que je vais mourir quand le prochain obus tombera. Et je suis, genre, plus content, heureux. Je dors parfaitement la nuit. On sera à 40 mètres de la clôture frontalière russe, dans une forêt avec mes pieds, en essayant de les réchauffer avec des feuilles mortes, et aucun problème. Chez moi, j'étais misérable à l'idée de devoir me lever et aller au bureau. Je pense donc être fait pour ça. Je veux dire, je peux voir que sa personnalité ressort, je le vois dans ses yeux. Il est heureux. Ce qu'il fait, il est du bon côté de l'histoire. Je veux juste dire merci pour ton service, Uno, écris-le dans les commentaires. Aussi, pour lui, il semble avoir une personnalité incroyable, il se bat pour la bonne cause. Je suis content qu'il soit de notre côté. Heureusement, Regarde, c'était cassé mais ça a fonctionné. C'est du pur bonheur. Un ex-marine, TJ, a constaté comment des années de guerre contre la Russie ont transformé les combattants étrangers en Ukraine. J'étais dans le corps des Marines des États-Unis. En fait, j'étais sorti depuis 10 ans quand tout ça a commencé. Donc, je faisais juste de la construction et des choses comme ça. Et je suis venu ici en mars 2022. Je dois le souligner, avec ces marines, c'est toujours leur côté cool. Je suppose qu'ils traverseront tellement de choses pendant l'entraînement avec l'expérience, la fraternité qu'on acquiert dans le corps des Marines. Aux États-Unis, il y a les épreuves qu'on traverse là-bas. Je suppose que ça apaise un peu ta personnalité, ta façon de te tenir, ta façon de parler, ce côté calme, ce côté posé. J'aime ça, je respecte ça, et tu as besoin de ça dans n'importe quel conflit, et c'est ce qui ressort pour moi chez cette personne. Il a aussi rejoint la Légion internationale. Il y est resté 3 ans, 3 années d'affilée. Je ne suis pas encore retourné en Amérique. Et dès qu'Azov a commencé à accepter des étrangers, évidemment, c'était une amélioration par rapport à là où j'étais. Je suis allé directement à la Légion ou à Azov. Des milliers de personnes ont rejoint au début, mais très peu sont restés jusqu'au bout. Et quel genre de personnes sont encore ici après tout ce temps? Oui, donc il y a comme une sorte de romantisme autour de la guerre pour certaines personnes maintenant. C'est exactement ce que j'ai aussi constaté pendant les 4 années où j'ai couvert cela après être allé 8 fois en Ukraine. En regardant dans les yeux des soldats, chez certains, on sent que quelque chose est brisé en eux. Chez d'autres, ils sont heureux de le faire. Ils n'avaient aucune illusion sur la guerre, mais sont heureux de la faire et d'être du bon côté. Ils n'attendaient en rien en y allant. Mais d'autres, vous savez, qui jouaient à Call of Duty avant, ou à Counter-Strike, ou quelles que soient dans les idées qu'ils avaient en tête. Les films militaires hollywoodiens idéalisent donc toujours la guerre et cachent la réalité, car personne ne veut la voir. Si tu montres la réalité, tu l'idéalises. Tu mets de la musique, tu ajoutes des effets, tu développes le personnage, le point de rupture ou d'évolution dans l'histoire sur ce champ de bataille. Ce n'est pas comme ça. Les gens craquent, ils se pissent dessus, ils se chinent dessus et ils meurent sans cérémonie. Donc si tu n'as pas d'attente à ce sujet, si tu le vois vraiment pour ce que c'est, alors tu peux découvrir la vérité. Si tu es vraiment fait pour cette vie-là, moi je ne suis pas fait pour cette vie-là. Certaines personnes qui ont rejoint la Légion internationale ukrainienne au début de la guerre, elles avaient toutes ces idées. Leurs grands-pères et pères ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, en Corée et au Vietnam. Eux n'ayant pas eu leur guerre, ils y sont allés. Ce n'était pas ce qu'Hollywood montrait, ni ce que Call of Duty montrait. C'était brutal et différent.
Et comme je l'ai dit, tu vas te chier dessus. Ils ont une idée complètement différente de ce qu'est vraiment la guerre. Donc je pense que beaucoup de gens sont venus ici en poursuivant cette idée de romantisme. Puis, lorsqu'ils réalisent la réelle violence et agressivité de cette guerre, ils ont tendance à rentrer chez eux. Et c'est très bien, c'est normal. Ce n'est pas un lieu habituel pour quelqu'un comme lui. Désolé de faire autant de pauses, mais tout ce qu'il dit, j'y ai un lien personnel. Je veux dire, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, pas pour moi, je n'ai pas d'illusion sur la guerre, ce n'est pas pour moi. Je n'y prendrai aucun plaisir. Si je dois le faire, je le ferai, mais je n'y prends aucun plaisir. Le truc, c'est que si les soldats se rendent compte que, d'accord, ce n'est pas pour eux, ils peuvent rentrer chez eux. C'est bien, mais s'ils restent par culpabilité ou autre raison. J'ai vu des soldats comme ça, ils deviennent une menace pour eux-mêmes et pour leurs camarades. On peut le voir dans les yeux de certains soldats. Ils sont brisés, tu sais, l'illusion a été brisée. Ils sont fatigués, épuisés, déprimés. On ne peut pas se battre comme ça. Combattre exige la conviction profonde d'agir justement et d'y croire. Si tu ne l'as pas un jour, tu partiras dans la brousse, c'est fini. Je l'ai vu. Je connais même des Estoniens qui ont combattu pour l'Ukraine, certains qui ont craqué, qui ont dépassé ce point de rupture. Et ils ne sont pas rentrés chez eux. Peut-être que personne ne les attendait chez eux. Quelles que soient les raisons, ils ne sont pas partis, ils n'auraient pas dû être dans l'armée. Et ça ne s'est pas bien terminé. Pas de ce pays et qui n'est pas vraiment obligé de se battre ici, donc je comprends. Et beaucoup des bons, des vraiment bons, ont été tués très tôt, et ça aussi a poussé des gens à rentrer chez eux. Vous savez, si vous voyez l'un des meilleurs soldats que vous ayez jamais côtoyé dans votre vie se faire tuer dans cette guerre, ça vous fait réfléchir à 2 fois avant de rester ici. Donc je pense que ça a poussé beaucoup de gens à partir, comme moi. J'avais perdu de nombreux amis proches dès le début, des personnes qui étaient devenues comme une famille pour moi. Donc à mon avis, la meilleure façon de leur rendre hommage était de tenir bon et de continuer encore une fois. Les gens ne voient non pas vraiment ça dans les films, ce n'est pas montré, sauf dans des séries comme Frères d'armes, qui le montrent bien. À la guerre, tu es fantassin. Tu peux être le meilleur fantassin, tireur ou survivant, peu importe ce que tu es. Peux-tu supporter de perdre des amis proches, des meilleurs amis, des personnes auxquelles tu tiens ? Peu importe à quel point tu es un bon soldat, si tu n'es pas capable de gérer ça mentalement et de te battre le lendemain avec une précision parfaite, du calme et de la maîtrise, tu sais, c'est fini. La gestion du poids de la perte d'un grand nombre de tes proches, de tes amis, d'amis personnels. Tu ne peux pas vraiment enseigner ça. Ouais, c'est quelque chose que tu traverses. Tu te brûles vraiment dans la vie et ensuite tu l'apprends, mais tu ne peux pas enseigner ça. En continuant avec les Américains en Ukraine, j'ai une vidéo qui vient de la forêt de Kremina. C'est une très grande forêt où les combats durent depuis toujours. En fait, c'est l'une des lignes de front les plus anciennes de cette guerre, vraiment. Et ici, nous avons un soldat américain bénévole qui tire avec un lance-roquette anti-char. Lors d'un échange de tirs, c'est un volontaire américain. Je suppose que le caméraman est colombien, car on l'entend. Donne-moi un autre tir après le premier. Il le met en place et ne tourne pas le détonateur, tu sais. Il y a eu un raté. Le mécanisme a fonctionné, mais ça n'a pas tiré. Je ne savais pas si tu entendais le déclic. Deuxième déclic, deuxième raté, il tourne le détonateur. Fais attention. Kaiser, fais attention. Je ne sais pas si c'est un accent colombien. Et le troisième déclic, troisième raté. Maintenant, ils vont changer le missile, enfin la grenade, pardon. Et cette fois, il la met dedans, elle dépasse, il tourne encore plus. Ça devrait tirer cette fois. Ouais, badaboum. Tu comprends, tu vois. Ça montre à quel point tout peut être chaotique, et ton équipement finit toujours par lâcher. Ce qui compte, c'est ta réaction. 3 échecs. Change la grenade, tourne, vérifie, tire. Tout va bien, il faut rester calme. Faut pas paniquer. Respect à ce volontaire américain. Cette prochaine vidéo, encore une fois tôt le matin, et elle est filmée par un volontaire américain.
Et c'est un moment fou où une paire de bombardiers incendiaires russes bombarde une lisière de forêt à seulement quelques centaines de mètres de lui. Il l'a filmé. Regardez, c'est quoi un Su-25 ? Qu'est-ce que c'est ? Ils larguent des bombes à très basse altitude pour éviter la détection radar. Badaboum. Il devrait y en avoir un autre, ils volent souvent par paire. Où est le deuxième avion ? Oh non, pas de deuxième avion. Nous avons un missile anti-aérien ukrainien qui suit l'avion. Je n'ai aucune information s'il l'a touché, mais regardez ça. Immédiatement. Le bombardier incendiaire largue les bombes, reçoit son karma immédiatement. Eh bien, c'est magnifique. Je l'ai montré car je sais que ce caméraman était américain. Dans la prochaine vidéo, le volontaire américain, indicatif Doomer, échange de tirs dans une tranchée avec des drones au-dessus, début 2025. Regardons-en une minute. Il attrape le fusil anti-drone. Il y a des first-person view au-dessus. Il tente d'abattre les first-person view en ce moment, mais c'est très difficile. J'ai vu des gars complètement fous le faire en un seul tir, mais ces types-là sont sur une autre planète, c'est vraiment très difficile à faire. C'était une pièce d'artillerie. Et on entend le fût américain, mais c'est dit d'une manière très calme. Désolé de rire, mec, c'est la seule chose qu'il dit. Rien d'autre. En parlant du Mavic dans les airs, ce n'est pas un first-person view, c'est un Mavic qui largue des grenades. J'ai frappé ici 2 fois, je n'ai même pas remarqué. Il reprend le collage et l'emmène à nouveau dans l'abri. Ouh, c'était juste. C'était la plus proche, mais on ne s'en rend pas compte dans ces vidéos. C'est une GoPro, elle n'enregistre pas bien les sons graves, mais c'est comme ça que ça te traverse les genoux. Je veux dire, si tu as déjà été sous ces explosions, pas moi, j'ai seulement été près d'impacts de drones et missiles. Mais si tu ressens ça à travers tes os, ce sont comme de basses vibrations, c'est ça qui te touche. Et c'est ça qui déclenche la peur de la mort en moi, en tout cas, je l'ai ressenti à chaque fois que je suis allé en Ukraine. Je veux dire, la peur de la mort, c'est la peur de la mort. Peu importe dans quelle situation tu as peur, que tu sois sur le point de mourir maintenant. Et ça te change, ça te fait apprécier les choses. Et je pense que cette explosion vraiment proche, c'était la plus proche, ces explosions, ces rencontres rapprochées, c'est ça qui te fait apprécier la vie. Je vous présente un autre volontaire américain. Maintenant, c'est une vidéo ancienne, elle a 3 ans. Il est dans son trou de combat, pas une tranchée, mais bien un trou de combat. C'est un avant-poste. Il a un collage, il filme comment il est en dessous. C'est un barrage d'artillerie, en Dieu nous avons confiance. Un drapeau américain. Regarde son visage calme. Et c'est ce qu'on appelle un miracle. C'est à 7 mètres de là, c'est un tir de char. Tu es censé mourir de ça. À 7 mètres de là, tu vois l'arbre disparaître, tu vas me dire que tu n'es pas censé être ici. Personne n'aime tenir une position, on préfère attaquer les lisières de forêt. Parfois, c'est l'ordre et tu ne sais pas pourquoi. Alors, quelle est la différence entre tenir une position, dans le sens où il l'a dit, et attaquer les lisières de forêt ? Si tu tiens une position comme ça dans une tranchée, tu gardes cette position. Les Russes savent généralement que tu es là parce qu'il y a des drones partout. Tu ne peux vraiment rien faire en secret sur le front.
Donc tenir une position, ça veut dire subir de l'artillerie lourde, des frappes thermiques, des GMLR qui te tombent au-dessus, des assauts sur les lignes d'arbres. Tu pourrais te faire tuer ou piéger par un drone first person view, mais si tu tiens la position, si tu restes plusieurs jours et nuits dans une tranchée ou un trou de renard, tu vas te prendre du 200 mm et plus. Ces énormes barrages d'artillerie et tirs de roquettes, les tirs de Guided Multiple Launch Rocket System, toute la batterie te pilonne et ça tombe à 7 mètres de toi avec un calibre aussi élevé. Ça te fait perdre ton ouïe, tu dois avoir des problèmes d'équilibre après, c'est horrible. Il y a. Attaquer des lignes d'arbres diffère de simplement rester dans un trou et survivre aux impacts. Tu ne comprends la pression que lorsque tu es vraiment... Ouais. Cet arbre a disparu. Loué soit Dieu. Assis ici avec un casque russe et un humet sur mes rotules. Oui, à l'arrière dans la tranchée, casque russe, américain sur les rotules. Pour se protéger contre les éclats, je ne sais pas si le casque russe fera l'affaire. Le humet, oui, c'est sûr. Oh putain, mec. Oh merde. C'est beaucoup de pression. Oh merde, on a perdu. C'est un Américain. Tada. Oui, un homme très courageux. Contusion et éclat d'obus. Oui, c'est comme creuser une tranchée, surtout quand le sol est gelé. C'est vraiment pénible, mec, tellement pénible de faire ça, surtout quand c'est censé être une profonde pour moi. Je suis un gars plus grand, ça doit être très profond. Faut creuser ça avec ta pelle. Je déteste ça, mais ça peut te sauver la vie si cet investissement te rapporte des dividendes de vie. Très vite après la première explosion, tu es content d'avoir passé ces heures à le creuser. Maintenant, mes amis, regardons un autre volontaire américain sous un barrage. Mais cette fois, d'après le bruit, je parie que c'est une bombe thermobarique. Écoutez ça, ce n'est pas de l'artillerie qui va frapper. Ce sont ces roquettes, des roquettes thermobariques, qui aspirent l'oxygène et l'air de la zone d'explosion. Et ensuite l'air s'effondre, créant une onde avec l'explosion. C'est étrange, ça te brise les tympans. Si tu es trop près, ça brise les vitres et tout le reste. Écoute. C'est dingue. On longe la lisière des arbres, sérieusement. Ils veulent détruire cette lisière car il y en a une autre à quelques centaines de mètres. Et s'ils peuvent viser les baraquements avec autant de précision thermique. Armes soviétiques des années 60, 10 à 80, elles manquent de précision. Si vous visez exactement ces coordonnées sans rater, ce sont des armes de zone. Mais si elles frappent si près de vous, soit c'est une coïncidence, soit il y a un drone russe dans les airs ou quelqu'un dans cette ligne d'arbres qui transmet vraiment ces coordonnées. Ouais. Ils ont pris ça comme un canal. La permission de remonter cette lisière d'arbres. La permission de semer à nouveau le chaos dans cette lisière. Avec toute cette politesse, tu viens encore du sud. Ou quoi? Ils vont tout gâcher? Ouais, et maintenant ils vont tout foutre en l'air avec des grenades. Tir potentiel, feu sur le mur. Au même endroit. Que veux-tu dire? C'est foutu? Vas-y au même endroit, ce n'est pas perdu. Encore. Peu importe le canon ou le pays fabricant, dès que tu tires, grenade propulsée par fusée ou autre, la communication est la même. Il y a un souffle arrière si ça marche pareil, donc communiquer lors du tir. Tout cela est très important. Tu l'entends, tu le répètes parce que quelqu'un pourrait passer dans le souffle arrière. Ils repartent sans entendre, avec des os cassés, ils pourraient déperdre un œil. C'est grave. Faut parler tir. Qu'est-ce qui vous prend, vous les Américains? Vous êtes des pawns des mauviettes? Ha! Les gros mots.
Dans une autre vidéo, quelqu'un te baise très lentement et très calmement. Tu es aussi comme si c'était un jeu vidéo. Désolé, ça me fait rire. Maintenant, à la toute fin, j'ai pour vous le meilleur combat international que j'ai jamais vu venant de la guerre en Ukraine. Je sais que le gaz avec la GoPro est américain, regardons ça. Mais avant, je veux vous lire le meilleur commentaire d'une vidéo précédente. Sur les volontaires américains. Mais avant d'en arriver là, je dois remercier les membres de Buy Me a Coffee. Vous savez, la base de cette chaîne, ce sont des volontaires de ma chaîne, et ils sont vraiment formidables. Donc je vais écorcher les noms. Tom Fandaguide. Merci, je t'apprécie, mon ami, vitesse ravant. Et enfin, Ben Kosk. On dit H, comme tu le sais, Kosk, tu termines par un H, donc on doit revenir à ce truc. Merci à ces 3 volontaires. Continuez, mes amis. Aussi un commentaire de la précédente vidéo du volontaire américain. Une voix calme dans une telle situation peut potentiellement sauver des vies, car elle empêche la personne en difficulté de faire quelque chose de stupide par peur. C'est quelque chose qui manque réellement à la police américaine. Oh, c'est vrai, je pense que ça va lancer une discussion dans les commentaires. Intéressant, il semble être un homme intelligent qui paraît s'y connaître en psychologie. Les gens imitent automatiquement et inconsciemment les comportements des autres. Contre un adversaire impitoyable, on ne se rend pas, on se bat jusqu'au bout. Merci pour le commentaire. Maintenant, mes amis, les meilleures images que vous ayez tous vues. Je vous garantis que vous avez déjà vu ces images, mais je ne peux pas faire ce genre de vidéo avec ce titre sans vous montrer ces images précises. C'est Severodonetsk, dans l'oblast de Louhansk, en 2022. Je me souviens l'avoir regardé il y a 3 ans. Ah, c'était une autre époque. Des images d'un volontaire américain de la Légion étrangère ukrainienne montrent son équipe en violents combats urbains contre les forces russes. Il y a beaucoup d'Américains dans ce groupe ici. Et j'aime la façon dont ils se déplacent, communiquent, et la manière dont les exercices d'infanterie fonctionnent dans cette vidéo est vraiment remarquable. J'adore ça, ces gars sont vraiment bons. Ici, monter les escaliers, ouvrir ses angles, monter la rampe, nettoyage des escaliers. As-tu déjà lavé un escalier ? Je ne suis jamais allé à la guerre, tu sais, j'ai seulement répété et entraîné ces choses, mais c'est vraiment difficile. De nombreux angles se croisent avec tous les coins. Nettoyer l'escalier comme ça en bas, c'est plus facile en haut, mais ce n'est pas si simple. Ils peuvent aussi te lancer des grenades, et ils ouvrent tous les angles comme ça, ils ouvrent, restent, prennent la position, un autre traverse. C'est fait magnifiquement, ces gars-là se sont entraînés ensemble maintenant. Cette partie ici, en traversant cette zone, il y a des Russes pendant qui ouvrent le feu. Ils se connectent et mitraillent dans ces 10 mètres ici, donc ils ouvrent le feu. Et il court, s'ouvre et court. Et ce gars prend la tête, tire, un autre prend la tête ici, tire. Parfaitement exécuté. Je m'excuse pour le manque de mots ici, mais c'est... Et ils avancent vraiment vite sous des tirs nourris. Les Russes mitraillent, tu as vu une balle frapper ici. Le gaz a couru. Des balles frappent à la porte. C'est le dernier à s'être enfui. Regarde ça. Il était à une fraction de seconde de se prendre une balle dans la tête. Je veux dire, ça touche juste ici et d'autres arrivent aussi, ouais. Il tire en retour à l'aveugle et l'autre s'enfuit. Je veux dire, c'est extrêmement dangereux. Et le dernier va aussi faire ça. Tir de couverture aussi, quand il fait un tir de couverture, un autre le tient très fermement, dès que c'est nécessaire, il le tire en arrière parce que c'est plus rapide. J'adore ces petits détails dans cette vidéo. Ces gars-là se sont clairement entraînés ensemble pendant des années. Je pense...
Ces petites choses. Tu pourrais te dire « Oh, c'est logique, quoi ». Mais tu dois les répéter comme un fou pour que ça fonctionne dans une situation de combat comme ça. C'est ça. Je suis sûr que tu as vu ces vidéos. Ce ne sont pas des images inédites, mais ce sont les meilleures que j'ai vues. Pour les combattants internationaux, les volontaires américains quittent l'Ukraine. Oui, je suis en Estonie dans mon studio confortable à en parler, mais ces gars sont les vrais héros. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie ou s'ils se battent toujours. Si vous le savez, indiquez-le en commentaire. Je serais ravi d'en apprendre plus sur ces combattants. Merci de regarder, mes amis. Merci pour votre service si, en tant qu'Américain, vous avez combattu en Ukraine, été volontaire ou fait un don à une organisation d'aide ukrainienne. Merci mes amis, jusqu'à ma prochaine vidéo qui sera demain. D'habitude, je publie lundi, mercredi et vendredi, mais cette semaine, il y aura aussi mardi et jeudi, soit 5 vidéos. Slava Ukraini et au revoir mes amis, vous êtes avec moi depuis presque 4 ans maintenant. Nous avons vu qu'ensemble, nous pouvons faire une différence dans cette guerre, nous pouvons aider les Ukrainiens, et vous les avez aidés, vous avez fait des dons non pas une fois ni 2 fois, mais 8 fois pour 8 fois. J'ai voyagé en Ukraine pour remettre les dizaines de camions et les centaines de drones que vous avez achetés pour les unités ukrainiennes. Ces camions et ces drones ont directement sauvé la vie de soldats ukrainiens, des soldats qui ont pu vivre un jour de plus, se battre un jour de plus pour leur foyer et leur famille. Ici sur YouTube, je n'ai pas pu vous raconter toute l'histoire, la vérité sur ce qui s'est passé pendant que j'étais en Ukraine. D'innombrables fois, nous avons été la cible d'attaques de drones et de missiles russes. D'innombrables fois, j'ai ressenti la peur de la mort, et d'innombrables fois, je me suis promis que je ne m'arrêterais pas par peur. Lors de ma dernière mission en Ukraine, ma femme m'accompagnait. Nous avons passé notre lune de miel dans une zone de guerre en Ukraine, la meilleure possible. Ici, vous la voyez tirer avec le groupe Alpha du service de sécurité d'Ukraine, les meilleures forces spéciales d'Ukraine.